Tesla, qui est un génie, le Serbe, a inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. On a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr que ce moteur quantique... Bon. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture, ou bien une intoxication alimentaire. Ouais, t'es complotiste en plus. Il y a un gouvernement qui, l'année passée, le gouvernement indien a dit « Moi, j'ai pas de charbon, j'ai pas de pétrole. Donc, il a demandé à M. Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer le moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et plusieurs ambassades occidentales et d'Arabie Saoudite lui ont dit « You should not do that ». Pour ta propre sécurité. Et donc, il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment? Oui. Il suffit d'aller voir, on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. Attends, hein? Ça fait 100 ans. Hein? Mais si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc tu crées une centrale, au lieu de nucléaire, une centrale quantique, qui, le coût de l'énergie, c'est 0. Bon, ça fonctionne avec le champ de Planck. Je vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes de pétrole. Pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. Et libre. Et libre. Dans une société immature de transformants. Tu t'es déjà amusé à balancer, on va dire, 15 kilos de céréales à 150 000 sauterelles? Alors, je dis ceci, c'est que nous sommes devant une société, je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cet acabit-là qui vont mettre 30 ans à évoluer. Tu ne vas pas arrêter le moteur quantique. Parce que moi, je sais que Tesla avait parfaitement compris. Et donc, on va le retrouver. On va le faire fonctionner, malgré tout le monde. Et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. La trilatérale, tu comprends? C'est la plaque tectonique. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. La nouvelle... Ils savent contrôler la chute des arbres, mais ils ne savent pas contrôler la pousse des arbres, c'est ça? Non, ils ne voient pas la nouvelle plaque tectonique. Tu vois, la plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Ils ne la voient pas, la nouvelle. Ils ne la voient pas. Ils ne savent pas la contrôler, ils ne la voient pas. Donc ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. Donc c'est juste le contraire de vous. Vous voyez le nouveau, et vous sentez le contrôle des vieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler le nouveau. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas contrôler un réseau. Ça travaille en réseau. Ils ne savent pas contrôler le réseau. Bon, on pourra revenir sur cette notion-là. Je voudrais qu'on revienne sur l'épuisement des ressources. On va admettre que Tesla avait raison. Oui, c'est une hypothèse de travail. Qu'il y a dans les coffres énormément de solutions énergétiques. Il y a un bouquin sur Tesla qu'il faut lire absolument. Qui est? C'est Theodorani. Alors, Theodorani est un génie qui est professeur à l'Università di Bologna, mal vu, parce que fou. C'est un surdoué. Et donc, son bouquin sur Tesla et sur David Bohm, c'est génial. Absolument génial. Il explique tout ce que Tesla avait compris. Bon. Les fêlés laissent passer la lumière, c'est ça? Non, il explique même que les génies comme Einstein et Tesla étaient des gens qui étaient connectés à la mémoire akashique de l'humanité. Mais enfin bon. Oui. Attends, c'est un physicien quantique, hein? Ah ouais.
Et il l'explique à partir de la physique quantique. C'est ça qui est passionnant. Bon, là, ça devient un peu mystique. Bon, revenons sur l'énergie libre dans une société transformant, immature. Si je donne l'électricité gratuite à tout le monde, si je donne l'électricité gratuite à toutes les industries, est-ce qu'elles vont, grâce à ça, épuiser encore plus? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'on a 30 ans pour changer la mentalité, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on apprend aux gens depuis le berceau qu'il faut consommer sur une fonction exponentielle? Un changement Thomas Kuhn explique ça très bien. Un changement de paradigme, il faut attendre que les vieux schnocks ou bien meurent, ou bien prennent la pension. Il faut 30 ans, minimum. Donc moi je dis, avec Delors, on avait dit attention, c'est il y a 25 ans, on est en train d'y arriver. Je te coupe, parce que là je suis obligé de te couper. T'as pas l'impression que les vieux schnocks qui sont en train de claquer, ou du moins qui attendent leur pension avec gourmandise, ils ont mis derrière eux, ou ils ont sélectionné les jeunes qui leur ressemblaient, c'est-à-dire déjà vieux? Oui. Mais Thomas Kuhn explique très bien que quand tu arrives avec un Einstein, qui arrive avec la relativité restreinte d'abord, et puis générale, et pour finir, on a tellement pressé sur le pauvre Einstein qu'il a désavoué sa relativité générale, mais il avait raison. Bon. Thomas Kuhn dit il y a 4 stades. D'abord, on t'ignore, et puis on te critique en disant que tu es irrelevant. En plus, parfois, on te fait des menaces de mort. Et le 4e stade, on dit, mais we always said that. Et donc, ce type qui a écrit, c'est rien du tout. Bon. Nous sommes au stade 2, 3. Mais, ce n'est pas un simple petit changement de paradigme. C'est beaucoup plus. Willis Harman explique qu'on change de métaphysique. Alors maintenant, vous tenez bien à votre fauteuil. Allez, accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Il dit ceci. À la Renaissance, c'était un changement de vision, Copernic. C'est pas la Terre qui est au centre, c'est le Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Attends. Héliocentré. C'était le contraire de tout ce que disait l'Église, les astronomes, enfin tout le monde. Bon, c'était un fou ce Copernic. La vision change et la technologie change. Il y a Gutenberg qui imprime la Bible. Attends, ça change tout. Donc c'était la vision et l'outil. Et aujourd'hui, il dit ceci, la vision, ce n'est pas la matière qui est première, c'est la conscience qui fait se cristalliser la matière. Attends. Ça, c'est ce que dit Willis Harman. Et l'outil, c'est le web open source. Et il dit, ces deux choses-là vont changer le 21e siècle. Nous sommes en pleine Renaissance, mais le début de la Renaissance, ça tape dur, hein. Galilée, attends, il a senti le vent du boulet, et maintenant, on sent le vent du boulet. Mais Galilée, il a gagné. Et donc, c'est exactement, nous sommes au début d'une Renaissance, mais une Renaissance, attends, parce que dire que la conscience est plus importante que la matière, il faut le faire, hein. Tu dis ça dans une université, on te donne 0 sur 20, parce qu'on ne peut pas te brûler, évidemment. Aujourd'hui, on ne brûle plus, mais si on pouvait, on le ferait. Qu'est-ce que tu penses du journalisme? Des journalismes? Est-ce que les journalistes font correctement leur travail pour informer la population de tous ces enjeux? Si tu lis, une chose que j'aime bien, c'est GEAB. Ah, le think tank GEAB de Franck Bianchiri, qui est décédé il y a... Bon, je ne me rappelle plus. Il y a 4 ans. J'avais beaucoup discuté avec lui sur la Syrie quand il était en train de se battre. Continue. Eux montrent, ils ont fait un schéma qui montre que pratiquement toutes les chaînes de télévision, les journaux, tout ce qui est médias et presse est racheté par 4, 5, 6 personnes. Et donc tout est jugulé. Là, la trilatérale marche à fond. Ils ont jugulé complètement les médias.
Et donc, par exemple, ils ont décidé qu'on ne parlait pas des BRICS. Brésil, Russia, India, China, South Africa. 4 milliards de gens qui ont décidé de sortir de Bretton Woods. Ils ont fait de créer une nouvelle banque mondiale, de créer la route, de la soie, etc. On a décidé qu'on n'en parlait pas. Ben non, le mois passé... RT parle de ça. Russia Today en parle. Qui ça? Russia Today, RT. Oui, évidemment. L'agent évidemment. Russia Today, oui. China News, oui. Alors, le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en 10e page dans Le Monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar, 1, c'est la fin du pétrodollar, 2, c'est la fin de la politique de Kissinger, 3, c'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Donc la Personne ne l'a dit. On va pas parler de l'effondrement des États-Unis comme ça, voyons Marc. Non, on pourrait simplement constater que c'est la fin de Bretton Woods. C'est aussi la fin des États-Unis. S'il y a une dédollarisation du monde, c'est la fin de l'énorme avantage monétaire qu'avaient les États-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Ce sont des faux monnayeurs, mais officiels. Ok, c'est pas ça qui faisait le plus peur. C'est que si les Américains te sortaient de la zone dollar, tu te retrouvais un peu en short en plein hiver quand même, non? Non, c'est pire que ça. Le jour où la monnaie américaine redevient une monnaie nationale, on va dire, vous avez une dette 6 000 milliards. Non, beaucoup plus que ça, qui correspond à 1, 2 ou 3 fois le PIB mondial. Exact. Bon. Mais dans leur constitution, ils peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la constitution américaine qu'ils peuvent... Le jour où ils répudient leur dette, les bons du Trésor passent à 0. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutschmark entre les deux guerres, n'est pas du tout, et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile. Tout ça sont des scénarios possibles.